Bonjour et bienvenue, nous retrouvons le docteur Laurent Carlini. Bonjour. Bonjour Maria. On avait interrompu les émissions, confinement et crise du Covid oblige. On les reprend aujourd'hui avec les gestes barrières parfaitement respectés. On va rassurer nos auditeurs, on est à un plus de 1 mètre. Tout a été prévu, c'est important de le préciser aussi. Le docteur Laurent Carlini, on le rappelle, médecin urgentiste, également médecin généraliste. Alors cette crise du Covid, forcément, on va en parler cette semaine et la semaine prochaine aussi. Ça a été quelque chose de terrible vécu quand même. Oui, parce que je pense je pense que personne ne s'attendait à vivre ça. Moi, comme je dis souvent, il y a encore 6 ans, j'étais sur les bancs de la fac, donc je pensais pas, en tout cas aussitôt, puis même jamais d'ailleurs, devoir être confronté à gérer, pas gérer moi personnellement, de manière collective, mais à devoir gérer une épidémie un peu sans précédent, quelque chose de nouveau que l'on ne connaît pas en plus. Ce virus, il est arrivé début janvier, on va dire, on l'a senti arriver un petit peu. Puis bon, il n'allait pas toucher la France, il n'allait pas nous toucher. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui se sont avérées fausses ensuite. Mais quand on est médecin, on prend ces informations au fur et à mesure qu'elles arrivent, mais d'un autre côté, on les vit dans son cabinet ou à l'hôpital. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations au début, des informations un peu erronées, beaucoup ont un peu sous-estimé la situation. Après, on peut toujours refaire l'histoire et c'est toujours plus facile une fois que l'histoire est faite de se dire que tout avait été un peu sous-estimé. Je pense que beaucoup se sont aussi fiés, tous ceux qui avaient pris la parole au début se sont fiés à ce que les Chinois nous avaient vendu. Et c'est vrai que la situation était sous-estimée, ce qui nous a pas empêché de bien nous préparer, en tout cas à l'hôpital. Parce qu'on n'a pas forcément attendu, comme je dis souvent, qu'on nous prenne par la main, on n'a pas attendu les directives. Voilà, il y a un chef de pôle, une direction, même Monsieur Pess, qui est le directeur de l'hôpital. Voilà, tout a été anticipé, on était déjà prêt bien avant l'arrivée des premiers cas. Quand est-ce que vous vous êtes dit justement, on bascule dans quelque chose de différent ? Nous, les premiers cas sont arrivés à la fin des vacances de ski, à la fin des vacances de février. En plus, nous, la tâche était un peu plus compliquée parce que les 3 premiers patients qui étaient positifs, c'était des patients, ce fameux rassemblement évangéliste de Mulhouse, où eux-mêmes, finalement, ne savaient pas à ce moment-là qu'ils avaient été infectés ou alors qu'ils avaient été en contact avec des patients qui étaient positifs. L'information est sortie 3-4 jours après. Donc bien après l'arrivée des patients à l'hôpital. Donc c'est vrai que c'était peut-être un peu moins évident que par exemple à Bastia où la situation était déjà pas évidente en Italie pendant les vacances. Donc c'était un peu plus facile à maîtriser. C'est un virus qu'on ne connaît pas, on n'est pas équipé pour le gérer soi-même en tant que praticien, pour se protéger déjà, parce qu'on a vu que quand même les médecins ont payé un lourd tribut. Oui, c'était pas évident parce que pour nous médecins, que ce soit généralistes, urgentistes, même pour les infirmiers, pour tout le monde, c'était difficile de s'entendre dire au début que le masque ne protégeait pas. Voilà, on sait pourquoi maintenant cette information a été donnée, c'est parce qu'il y avait un manque effectivement d'équipement, il y avait un manque de masques et on sait que c'est le moyen le plus infaillible pour ne pas être contaminé. Et c'est vrai que les premiers temps, l'hôpital c'est différent parce que c'est une grosse structure, c'est un établissement public, donc les moyens sont pas les mêmes, donc on a réussi à être équipé comme il se devait. Mais c'est vrai que moi je pense à tous mes confrères généralistes, y compris moi aussi, mes associés. On était un peu envoyés en première ligne sans avoir le matériel nécessaire. Là aussi, on n'a pas attendu qu'on nous prenne par la main. Chacun d'entre nous a dû revoir sa manière de travailler. Chacun a dû réaménager son cabinet. Alors, je sais qu'il y en a qui ont fait appel à la téléconsultation. D'autres ont pu, en fonction de l'emplacement du cabinet, en fonction effectivement de la grandeur du cabinet, du nombre d'associés, ne faire que du rendez-vous, créer des plages de consultation pour le Covid. Donc oui, il a fallu effectivement faire avec ce qu'on avait à ce moment-là. Et c'était pas évident. Et c'était pas évident. Merci beaucoup, docteur Carlini. Merci, on va vous retrouver à demain pour poursuivre ce carnet de bord en fait, de ces 2 mois écoulés. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue, on retrouve le docteur Laurent Carlini. Bonjour. Bonjour Maria. L'actualité santé d'aujourd'hui et de demain, on est en plein dedans en fait avec ce Covid-19. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, il y a beaucoup de choses demain. Vous disiez hier, les médecins en fait, et les généralistes aussi, ont été en première ligne de cette crise du Covid.
Oui, en première ligne, surtout qu'on n'a pas forcément été sollicité de manière directe. On savait qu'on avait un rôle à jouer. On avait déjà vu un peu je dirais les défauts de la prise en charge en Italie, où tous les patients étaient concentrés sur les hôpitaux, et ce qui a aussi contribué au fait que les hôpitaux soient un peu dépassés par la situation. Donc je pense qu'il fallait nous utiliser, il fallait utiliser tous les moyens qui étaient à disposition. On reprend un peu les termes. A priori, nous étions en guerre. Donc il fallait effectivement utiliser tous les moyens, et nous utiliser parce que nous on est en première ligne. Et c'est une ligne qui n'est pas forcément évidente en plus, parce qu'à l'hôpital, le patient est étiqueté suspicieux de coronavirus. Je ne dis pas que la prise en charge est plus facile, parce qu'en principe, quand vous arrivez à l'hôpital, c'est que vous n'êtes pas en grande forme. Mais en termes de précautions à prendre, on savait à quel moment il fallait se protéger. Lorsque vous êtes en cabinet, que ce soit en ville ou que ce soit à la campagne, le patient, parfois, il attend dans la salle d'attente. On ne sait pas pourquoi il attend. Peut-être que lui-même ne pense pas à dire ce pourquoi il est là. Il ne pense pas forcément à mettre un peu, en tout cas au début, à mettre les distances un peu barrières avec les autres patients. Donc finalement c'est plus compliqué. Puis lorsque vous êtes en libéral, le circuit est un peu plus difficile. Alors maintenant ça roule très bien. On ne peut pas dire que ça a mal roulé pendant l'épidémie, mais en tout cas au début, nous on avait des indications très restreintes du fait du manque de tests à savoir qui on devait dépister. C'était uniquement les personnes âgées, les personnes fragiles. Donc la tâche était pas évidente, et puis surtout au niveau matériel, il faut bien le dire, c'était compliqué. On n'avait pas forcément les masques, on avait une dotation, là on en est à 8 masques par semaine, donc quand vous travaillez tous les jours, quand vous voyez une cinquantaine de patients par jour, les 8 masques, si on doit échanger toutes les 4 heures, le stock est vite terminé, quoi. Donc compliqué en libéral. Est-ce que vous vous êtes senti en guerre, justement, et en guerre sans armes? Oui, oui, c'était les termes qui ont été cités pour un peu résumer la situation. On était en guerre, et pas forcément, voilà, quand on est en guerre, on doit se donner tous les moyens, et là on avait l'impression en tout cas au début, parce qu'on peut pas dire que ce soit vrai maintenant, mais au début on avait l'impression d'être un peu envoyé en première ligne sans avoir le matériel nécessaire, et donc prendre des risques pour nous-mêmes, pour notre famille, parce qu'on a tous une famille quand même, avec des personnes qui sont pas forcément toutes jeunes, des personnes aussi qui sont fragiles, et puis pour le patient. Donc c'est pour ça que, voilà, comme je dis souvent, nous on n'a pas attendu qu'on nous prenne par la main, on n'a pas forcément attendu des directives anticipées, on a nous-mêmes refait notre organisation, et pour avoir un peu discuté avec mes confrères de la ville, tout le monde s'est adapté à la situation, et ça a bien fonctionné finalement. Comment on s'adapte, justement? Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit très vite? Eh bien, il faut vite réfléchir parce que ça va vite. Et puis surtout, le coronavirus, on a bien vu que ce qu'on disait un jour n'avait pas été valable la semaine d'avant, n'était pas valable la semaine d'après, que l'information était changeante. On a un peu dit tout et n'importe quoi au départ sur les masques, sur les modes de contamination, sur la virulence du virus, sur les enfants. Donc il fallait rester attentif, il fallait se fier à son instinct aussi. Et puis il fallait pas aussi hésiter à dire je ne sais pas. Voilà, parce que quand on prend la parole et quand on s'expose un peu, quand on donne une information à la population, on sait que l'information est prise comme telle, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Les premiers cas arrivent à l'hôpital, donc avant même qu'Ajaccio ne soit un cluster, mais les premiers cas arrivent, il faut les gérer avec le peu de connaissances qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais pour le coup, moi, comme je dis souvent, l'hôpital a très bien réagi, l'hôpital s'est très bien organisé. Il y a ce fameux plan blanc qui a été déclenché bien avant l'arrivée des premiers cas, qui a permis de mobiliser toutes les ressources nécessaires. C'est-à-dire que on a mis en place cette fameuse tente de tri à l'entrée de l'hôpital, qui permettait déjà de filtrer en fonction du motif devenu les patients qui étaient suspicieux, les patients qui étaient déjà positifs parce qu'ils avaient fait leur test en ville, et puis les patients qui venaient pour toute autre chose. Et puis ce plan blanc, il a permis d'utiliser toutes les ressources matérielles et toutes les ressources humaines. Voilà, c'est-à-dire que nous, on était beaucoup plus mobilisables, on avait une interdiction de quitter la ville, de rester le maximum disponible. Il y a des collègues, que ce soit des médecins ou que ce soit des infirmières et des infirmiers du monde libéral, qui étaient peut-être déjà passés au préalable par l'hôpital et qui ont été mobilisés pour renforcer les équipes. Comme on avait dit, la maison médicale aussi, on l'a mis un peu à contribution. L'activité ayant diminué, on l'avait fermée. Il n'était pas question de rester les bras croisés, même si chacun des participants à un cabinet était beaucoup préoccupé par ce qui se passait dans leur cabinet. Mais en tout cas, voilà, les volontaires sont venus renforcer les équipes, et c'était de l'effectif supplémentaire, et ça a permis aux praticiens hospitaliers qui étaient déjà un peu fatigués, forcément, de pouvoir un peu lever les pieds et d'avoir quelques jours off pour mieux revenir. Merci beaucoup, Laurent Carline. Merci. Merci à vous. À demain. À demain.
Bonjour et bienvenue, c'est le docteur Laurent Carlini, bonjour. Bonjour Maria. On retrace un peu ce journal de bord de ces 2 mois de Covid, les premiers cas qui arrivent à l'hôpital. Alors au départ, ça a été très compliqué, les sapeurs-pompiers allaient chercher, enfin nous, les premières informations que nous avons eues en tout cas, c'était que les sapeurs-pompiers allaient chercher des patients suspectés d'être Covid pour les amener aux urgences. Il ne fallait pas se rendre directement aux urgences, il fallait passer par le 15. Ça a été tout un système mis en place aussi. Et vous étiez ensuite aux urgences. Concrètement, comment ça a fonctionné? Oui, il y a un parcours qui a été redéfini parce que pour nous, aux urgences, et ça avait été très bien pensé pour le coup, il était inconcevable que les patients suspicieux aient le même trajet, le même circuit que les patients non suspicieux. Donc il y a tout un protocole, il y a une route qui a été tracée, qui était prédéfinie, qui était différente de celle des patients qui n'avaient rien à voir au Covid et qui était empruntée effectivement par les sapeurs-pompiers, qui était empruntée par les ambulanciers et puis effectivement par les équipes de SMUR et de SAMU qui étaient mobilisées. Vous vous êtes dit, cette bataille du Covid, il faut la vaincre tous ensemble? Ah oui, de toute manière, là c'est un travail collectif. Je veux dire, ce qui a été plaisant et ce qui a été aussi réconfortant et ce qui a fait du bien finalement, c'était de voir que, comme je le dis, tous les membres de l'hôpital, quel que soit leur poste, quel que soit leur statut, quelle que soit la mission qui leur était confiée, chacun était mobilisé, mobilisable, chacun a pris de son temps pour faire du travail en plus, pour rester à disposition. Donc il y a une vraie solidarité et de toute manière, il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Il n'y a pas un en particulier qui a fait mieux que quelqu'un d'autre. Voilà. Chacun a travaillé, on s'est tous serré les coudes. Comme je dis souvent aussi, c'est vrai qu'on a tendance à être dans son service, un peu dans sa bulle et pas forcément à communiquer avec les autres services. Il y a une vraie communication qui s'est faite. Et puis l'hôpital, elle a été réaménagé de manière à ce que ça ne coince pas. Et je pense que si ça s'est aussi bien passé, parce qu'il faut le dire, ça s'est quand même bien passé à Ajaccio, c'est parce que l'organisation a été bien pensée, l'organisation a été bien faite, et ce depuis le début. L'hôpital d'Ajaccio a tenu. C'est vrai que, chose qu'on ne pouvait ne pas penser forcément avant, parce que s'il était dans une situation déjà compliquée avant. Oui, parce que, en tout cas, nous, aux urgences, on est à flux tendu depuis toujours. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, on avait un peu essayé de se faire entendre en Il y avait ce projet de démission. Voilà, c'était évidemment on n'allait pas laisser la population comme ça, c'était juste le seul moyen qu'on avait trouvé à ce moment-là de se faire entendre et de faire valoir nos revendications. Mais ça, c'est de manière nationale, hein, parce que les urgences, on sait que c'est l'hôpital en général, c'est très compliqué. On voit d'ailleurs toutes les revendications qui sont en train d'arriver. Et voilà, malgré la situation des hôpitaux, de manière globale, on voit que le système a plutôt bien résisté, malgré tout ce qu'on peut dire. Quand vous étiez aux urgences, vous avez donc accueilli des patients Covid. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer? L'angoisse, l'angoisse des patients, il a fallu gérer aussi ce côté psychologique et ce côté médical, forcément. Oui, tout est compliqué parce que c'était quelque chose de nouveau. Déjà, c'est très frustrant de se dire qu'on va avoir affaire à une pathologie et qu'au final, on ne sait pas la traiter. Et puis voilà, vous avez des précautions d'hygiène qui sont indispensables, mais c'est vrai qu'il y avait cette espèce de rempart entre le patient et nous, chose à laquelle on n'est pas habitué. Il y avait tout un protocole, une blouse, une surblouse, une charlotte, des lunettes, le masque, une double paire de gants, les surchausses. On essayait quand même malgré tout, on faisait notre examen, mais de se tenir à distance du patient, qui avait même du mal à nous voir notre visage à travers la buée qu'il y avait sur les lunettes. Donc c'est vrai que c'est cette distance qu'on avait du mal effectivement à supporter. Le fait aussi l'hôpital est en plan blanc, donc les familles avaient une interdiction et ont toujours l'interdiction à ce jour de rentrer dans le service des urgences. Donc c'était en termes de communication avec les familles, c'était aussi compliqué. Et puis effectivement, malheureusement pour les patients qui sont décédés, mais voilà, il n'y avait pas d'accompagnement familial. Donc c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué. Et bon, pour l'instant, c'est pas encore fini vu les mesures d'hygiène. On reste encore vigilant. Et il y a tout un protocole qui est toujours mis en place. Donc bon. Vous avez dit grosse coordination aussi entre les services. Oui, grosse coordination entre les services. Mais justement, on parlait du plan blanc tout à l'heure. Ça a permis aussi de réquisitionner entre guillemets la clinique. Et pour le coup, il y a un partenariat public-privé qu'on n'est pas forcément habitué à avoir et qui a bien fonctionné. Toute l'activité chirurgicale de l'hôpital a été transférée sur la clinique. Donc les chirurgiens ont pu opérer, les chirurgiens de l'hôpital ont pu travailler à la clinique. Et ça a permis effectivement de transformer ces services en services Covid. Donc on avait des services qui étaient suspicieux, des services qui étaient Covid positifs. Et donc
donc en ce sens-là, il y a une fluidité dans l'admission des patients, dans l'hospitalisation des patients, et on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement eu de quoi que dans l'organisation, dans des contaminations intra-hospitalières. Merci beaucoup, Dr Carlini. Merci à vous. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue au rendez-vous santé du Dr Laurent Carlini. Bonjour. Bonjour Maria. Le coronavirus, donc on en parle, il y a eu cet avant et on dit il y aura l'après coronavirus. Pour l'instant, on est toujours, non pas dans cet avant, mais on est dans cette pandémie, même si les chiffres sont encourageants. Aujourd'hui, il faut quand même rester prudent. Il faut rester prudent, comme on le disait la semaine dernière, voilà, les informations, il faut rester vigilant, parce que ce qu'on dit aujourd'hui n'était pas valable la semaine dernière, ne sera pas valable la semaine prochaine. On est à une semaine, 10 jours du déconfinement, et c'est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Voilà, quand on sait que le délai d'incubation de la pathologie peut aller jusqu'à 15 jours, donc si vous comptez 15 jours, l'apparition des symptômes, la consultation chez le médecin, la réalisation du test et la sortie du test, qu'il soit positif ou négatif, je pense qu'on y verra un peu plus clair début juin. Donc il faut rester vigilant, rien n'est gagné. Et voilà, bien malin celui qui arriverait à dire que c'est fini ou pas, quoi. En attendant, quelle est la bonne attitude à adopter pour retrouver un peu on va pas dire de convivialité, mais un petit peu, de faire redémarrer un peu l'économie? Qu'est-ce qu'il faut faire? La bonne attitude, c'est de continuer à respecter les gestes barrières qui ont été répétés depuis le début, c'est-à-dire le port du masque, c'est-à-dire avoir son gel hydroalcoolique ou tout simplement du savon, ça fonctionne tout aussi bien. De respecter effectivement les distances barrières à au moins 1 mètre. Voilà, et de ne pas se dire que parce qu'on est déconfiné, que parce qu'on peut ressortir un peu dehors, et que en tout cas les chiffres que l'on peut avoir sont plutôt rassurants, voilà, se dire que c'est fini, parce que tout peut changer rapidement. Donc il faut rester vigilant, il faut respecter les gestes barrières plus que jamais, et c'est surtout à ce moment-là qu'on se fait avoir. Quand on a l'impression que c'est fini, on est moins vigilant, on est moins attentif, et c'est à ce moment-là qu'on est contaminé. Donc on respecte ces gestes barrières en attendant peut-être la fin naturelle du virus, si tant est qu'elle arrive. Et quoi qu'il en soit, en attendant peut-être de trouver des traitements plus efficaces. Oui, tout à fait. Voilà, on espère que des traitements arriveront. On espère qu'il y a un vaccin aussi qui arrivera rapidement, même si bon, voilà, tout le monde a pu déjà avoir comme la notion que ça serait pas avant 1 année. Mais il faut rester prudent plus que jamais, parce que voilà, comme on le disait, s'il y a bien un moment où ça va avoir, c'est pas forcément au début, c'est pas forcément pendant, c'est quand on a l'impression que c'est fini. C'est là où il y a un relâchement d'une manière générale, et puis bon, ça fait 2 mois et demi, donc on a tous envie de ne pas avoir de masque, on a tous envie d'aller au restaurant, on a tous envie de partir en vacances. Mais voilà, pour l'instant, on reste prudent parce que c'est pas encore à l'ordre du jour. Il ne faudrait pas créer un rebond, même de manière artificielle? Oui, le confinement aura au moins servi à aplatir cette fameuse courbe en cloche et à faire effectivement qu'il n'y ait pas le maximum de cas en même temps et que les hôpitaux ne débordent pas. Donc bon, pour certaines régions, ça a été plus compliqué que d'autres, évidemment. On a eu cet exemple italien, ce qui a permis en France de pouvoir anticiper, de transporter des patients en TGV, de créer des hôpitaux de campagne parce qu'on avait ces fameux malheureux 15 jours d'avance par rapport à l'Italie. Donc voilà, c'est difficile de tirer des conclusions. Il semblerait peut-être qu'il y ait une diminution du nombre de cas avec l'été, pour plein de raisons, ce qu'on appelle un peu la saisonnalité. La saisonnalité, c'est pas forcément que les températures, c'est un tout. Voilà, c'est la durée de l'ensoleillement, c'est l'intensité de l'ensoleillement, c'est le caractère saisonnier qui existe essentiellement dans les zones tempérées où nous nous trouvons. Donc ça concerne pas forcément la planète entière. Ce sont que des suppositions. Donc est-ce qu'il y aura un rebond? Est-ce qu'il y aura des petits foyers, clusters, comme c'est déjà le cas? Ou est-ce que ça s'éteindra naturellement? C'est difficile, donc on reste vigilant, on reste attentif, et je pense qu'il faut anticiper. Voilà. En tout cas, vous, du côté des médecins, à Ajaccio, en Corse en général, l'anticipation, elle est là. Ce rebond, vous faites comme s'il allait arriver. Vous préparez comme s'il allait arriver. Oui, je pense qu'il faut, on pourra pas se permettre d'attendre le mois de juillet ou le mois d'août ou même fin juin, si rebond il y a, de se demander que fait-on à ce moment-là. Voilà, on a déjà vu par le passé en début d'épidémie, je parle pas localement mais je parle nationalement, où la sonnette d'alarme avait été tirée en décembre, en janvier, et puis finalement on a attendu mars, et en mars on n'avait pas de masque, et en mars on n'avait pas de test, donc rien n'était prêt, et c'est comme ça qu'on va à la catastrophe. Donc s'il y a bien quelque chose qu'il faut faire, c'est anticiper.
Merci, docteur Carline. Merci, à demain. Merci Maria. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est le docteur Laurent Carlini qui est avec nous, bonjour. Bonjour Maria. Donc votre émission du Rendez-vous Santé, la guerre des savants par rapport au traitement, hydroxychloroquine, essai Discovery, comment vous l'avez vécu, vous? Mal. Est-ce que vous trouvez normal qu'on dise à un médecin ce qu'il a le droit de prescrire ou ce qu'il n'a pas le droit de prescrire? Alors ça a beaucoup fait débat, alors c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas de réponse facile, en tout cas pendant cette épidémie. Et on ne peut pas parler comme si c'était fini parce que c'est pas fini a priori, mais voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, c'est pas oui, c'est pas non. Comme on disait, il y a beaucoup d'informations qui ont été véhiculées. Oui, il y a eu une espèce d'emballement un peu médiatique sur les traitements, notamment sur l'hydroxychloroquine, dont pour l'instant, moi j'aimerais que ça marche. Parce que ça voudrait dire que tout serait fini et qu'on sera en vacances à l'heure actuelle, donc, et qu'on vivrait normalement, donc c'est très bien, mais je pense qu'il faut rester prudent. Alors oui, je pense que ce qui a surtout posé un peu problème certainement, ça a été un peu c'est devenu populaire. Voilà, des médicaments pour le Covid, que ce soit le Remdesivir, que ce soit l'hydroxychloroquine, le Zithromax. Je veux dire, l'hydroxychloroquine, personne ne connaissait avant, il faut bien le dire. Et voilà, il y a eu une espèce d'emballement médiatique, tout le monde s'est accaparé le sujet. Et voilà, je pense qu'il y a des chaînes télé qui véhiculent un peu des informations en boucle aussi. Et voilà, il y avait une espèce on avait l'impression que c'était facile, alors c'est pas facile. Et je pense que si ça a fait tant de débat, c'est que la réponse elle est pas si évidente. Alors après, chacun a sa conviction. Moi, comme je dis, je suis resté tout petit par rapport à ça. Moi, je suis généraliste, urgentiste. Donc, c'était pas à moi de dire, et c'était pas à nous, de toute manière, de dire oui, ça marche, non, ça marche pas. Voilà, il y a des infectiologues qui sont là pour travailler, il y a des statisticiens qui sont là pour établir des statistiques, pour faire interpréter les chiffres. Mais oui, il y a eu beaucoup d'informations contradictoires. Le public s'est un peu emparé de cette information. Et du coup, même nous, ça nous met un peu en porte-à-faux parce que du coup, voilà, on a l'impression de ne pas pouvoir prescrire certaines choses. Est-ce qu'il y a des patients qui sont arrivés chez vous et qui vous ont dit, qui étaient positifs, pas forcément dans un état grave, et qui vous ont dit je veux de l'hydroxychloroquine et du Zithromax? Alors, le Zithromax, c'est pas tant le problème parce que le Zithromax, c'est un antibiotique que nous, les médecins généralistes, avons l'habitude de prescrire. Le Zithromax, ça marche sur les bronchites, le Zithromax, ça marche sur les angines, ça marche sur certains germes dans les infections urinaires. Donc le Zithromax, on a l'habitude de le manipuler, rien ne nous a empêché de le prescrire. Et je pense que bon nombre d'entre nous l'avons fait, ça a permis certainement de limiter un peu les dégâts, en tout cas quand c'était prescrit précocement. J'ai pas eu moi personnellement beaucoup de demandes de prescription de l'hydroxychloroquine, par contre mon avis, c'est-à-dire que les gens, je me semblais quand même un peu perdus malgré tout. Ils avaient envie, quand on est comme ça en période un peu épidémique, en période de guerre, on se raccroche toujours à l'espoir et à celui qui donne le message d'espoir. Et on est tous pareils, hein. On avait envie que ça marche, on a envie que ça marche. J'ai pas eu de demande de prescription, mais j'ai eu une demande un peu d'avis, savoir un peu mon ressenti là-dessus. Et puis de toute manière, comme on a très vite été interdit de le prescrire, la question s'est pas posée. Donc, Quand vous voyez l'arrêté pour le Rivotril, par exemple, ça vous choque? Disons que voilà, là c'est pareil, on a l'impression que le débat sur le Rivotril, sur l'autorisation de prescription, est arrivé au moment où il y avait l'interdiction de prescription de l'hydroxychloroquine, et je pense que ça n'a rien à voir en fait, c'est deux sujets qui sont complètement différents. Il faut juste savoir que c'était sur une date très précise en fait, hein. Tout à fait. C'est peut-être plus ça qui a choqué les gens, sur une date très précise, alors qu'avant les médecins généralistes n'avaient pas le droit de prescrire les médicaments Exactement, ce qui s'est passé en fait avec le Rivotril, c'est que ça a été donc autorisé par ordonnance, par décret, sur une période limitée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de médecins généralistes, notamment dans les campagnes, qui ont eu à gérer des patients Covid, qu'on a fait aussi le maximum pour ne pas faire saturer les hôpitaux, pour ne pas se retrouver dans la situation italienne, c'est-à-dire devoir faire des choix en fonction de l'âge, et parfois avec des âges qui étaient plutôt jeunes, et ça on a réussi à éviter de le faire, donc il faut quand même le souligner. Mais voilà, le Rivotril aussi est venu en complément de l'Hypnovel, ce fameux Hypnovel qui est un sédatif, qui était un peu en rupture de stock, dont on n'avait plus le moyen de le prescrire puisqu'il n'y en avait plus, ou en tout cas quasiment plus, et donc le Rivotril est venu un peu en complément et a permis effectivement de gérer certaines situations à domicile ou certaines situations en soins palliatifs où il manquait d'Hypnovel. Et on a l'impression que le débat est arrivé un peu au moment où on ne pouvait pas prescrire le Plaquenil, mais bon voilà, il y en a un qui est utilisé pour accompagner,
Et ça en soi, moi personnellement, ça ne me pose pas de problème, puisque c'est un accompagnement sur une fin de vie. Le Rivotril, on le connaît, il a d'autres vertus effectivement que le côté sédatif, c'est aussi un anti-épileptique. Le Plaquenil est là pour, d'une manière un peu plus populaire, pour traiter, pour guérir. Je pense que le débat est différent, mais il est arrivé un peu en même temps, et les deux se sont un peu percutés. On a l'impression qu'on autorisait l'un pour interdire l'autre. L'utilisation n'était pas vraiment la même en fait, et je pense que le Rivotril a dépanné bon nombre de mes collègues, quoi qu'on puisse en dire. Merci beaucoup, merci. On va vous retrouver la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.